Le tribunal n'apprécie guère les crimes de haine. Et il ne devrait pas le faire, car il n'y a aucune raison pour que ce suprémaciste blanc ait pris sur lui de s'en prendre à une communauté juive ou pour que ce membre du KKK se soit donné pour mission de tuer des Noirs pendant toute sa vie. Heureusement, tous ces racistes ont été confrontés à la loi dans toute sa rigueur. Commençons par Patrick Wood Crusius. Imaginez un peu, c'est une matinée ordinaire au Walmart Cielo Vista del Paso, au Texas, un endroit très fréquenté, situé non loin de la frontière mexicaine. Des familles font leurs courses, des enfants courent partout, et c'est l'effervescence habituelle du week-end. Mais voilà que Patrick Wood Crusius débarque, armé et prêt à faire régner la terreur. À 10h30, des coups de feu retentissent, transformant le magasin en une scène de panique et d'horreur. Le chaos règne partout. La suite des événements. Crusius, le responsable de l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis, se retrouve au tribunal, face à la musique. Et laissez-moi vous dire que le juge ne s'est pas retenu. Ce jeune homme de 24 ans, qui a tué 23 personnes et en a blessé 22 autres, s'est vu infliger non pas une, ni deux, mais 90 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive. Oui, vous avez entendu ce droit 90. Pas de liberté conditionnelle. Aucune chance de retrouver la liberté. Le problème, c'est que son crime n'était pas seulement un meurtre de masse. Il était motivé par une haine pure et calculée. Avant l'attentat, Crusius avait mis en ligne un manifeste ignoble dans lequel il dénonçait les immigrés et ciblait des personnes en fonction de leur appartenance ethnique. Il n'a pas agi sur un coup de tête. Il a parcouru 650 miles entre Allen, au Texas, et El Paso, avec la ferme intention de commettre un meurtre de masse. Devant le tribunal, les accusations se sont accumulées comme une montagne. Il devait répondre de 45 chefs d'accusation pour violation de la loi sur la prévention des crimes de haine de Matthew Shepard et James Byrd Jr., et de 45 autres chefs d'accusation pour utilisation d'une arme à feu dans le cadre de crimes violents. Chaque condamnation à perpétuité représente une de ses victimes, qu'il s'agisse d'André Anchondo et de sa femme, Jordan, de Margie Ricard, ou de tant d'autres personnes dont la vie a été sauvée de manière insensée. Au moment de la condamnation, les familles des victimes se sont levées et se sont adressées directement à Crusius. Imaginez un peu. Tito Anchondo, qui a perdu son frère et sa belle-sœur, a parlé de résilience, de la possibilité d'aller de l'avant, même après une telle dévastation. Paul Jamrowski, le père de Jordan, a admis combien il était insupportable de se trouver dans la même pièce que l'homme qui a brisé sa famille. Dean Ricard, dont la mère a été assassinée, est venu du Nebraska pour s'assurer que sa voix soit entendue. Voici le clou de l'affaire. L'enquête qui a permis d'épingler Crusius a impliqué tous les principaux organismes chargés de l'application de la loi, FBI, ATF, Texas DPS et bien d'autres encore. Les preuves étaient irréfutables. Il a ouvertement admis qu'il ciblait des personnes en fonction de leur appartenance ethnique. Il n'était pas possible de le nier, ni d'y échapper. En fin de compte, Crusius s'est assis dans cette salle d'audience et a entendu son destin. 90 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Imaginez le poids que cela représente. Aucune caméra n'était autorisée à l'intérieur, mais vous pouvez parier que son expression en disait long. Et si vous pensez que cette affaire est stupéfiante, attendez d'entendre parler de la suivante. Il s'agit d'un homme qui a poussé son antisémitisme à son paroxysme. Frazier Miller Jr. Au Kansas, un suprémaciste blanc a décidé de libérer son idéologie haineuse de la manière la plus horrible que l'on puisse imaginer. Ce type, Frazier Glenn Miller Jr., également connu sous le nom de Frazier Glenn Cross, a pris sur lui de cibler 2 centres juifs à Overland Park, au Kansas, dans un déchaînement meurtrier qui a choqué la nation. Imaginez, 13 avril 2014. Miller, armé et dangereux, se rend au centre communautaire juif et à la maison de retraite voisine. Il a une mission, tuer le plus grand nombre de personnes possible, toutes en raison de leur religion. Ses premières victimes, William Corporon, un médecin de 69 ans, et son petit-fils de 14 ans, Reed Griffin Underwood. Il se trouvait juste à l'extérieur du centre communautaire juif, pensant probablement qu'il s'agissait d'une journée ordinaire. Quelques instants plus tard, Miller a abattu Terry Lamano, 53 ans, devant la maison de retraite où elle rendait visite à sa mère. 3 vies ont disparu en un instant à cause des croyances infâmes d'un seul homme. Mais Miller ne s'est pas arrêté là. Oh non, il a fait en sorte que son passage au tribunal soit aussi chaotique que les crimes qu'il a commis. Il s'est représenté lui-même et a utilisé la salle d'audience comme tribune pour ses propos racistes. Le procès est une pure folie. Miller a ouvertement reconnu les meurtres, criant sa haine des Juifs et ne cherchant pas à dissimuler ses motivations. À un moment donné, il a même crié « White Power » en plein procès. On peut imaginer que le juge a eu fort à faire pour maîtriser cet homme. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Miller n'était pas qu'un simple kidam aux opinions haineuses.
Il avait une longue et sombre histoire dans le monde de la suprématie blanche. Né le 23 novembre 1940, il a servi pendant 20 ans dans l'armée américaine, atteignant le grade de sergent-chef dans les forces spéciales et effectuant même des missions au Vietnam. Mais en cours de route, il est devenu accro à l'idéologie extrémiste, plongeant tête la première dans les groupes néo-nazis et la littérature raciste. En 1980, il a fondé les Carolina Knights of the Ku Klux Klan, qui se sont ensuite transformés en White Patriot Party. Il ne s'agissait pas d'un groupe haineux ordinaire. Il était favorable à l'apartheid et appelait ouvertement à la création d'une nation entièrement blanche dans le Sud. Le leadership de Miller a pris fin avec son arrestation en 1987, après avoir enfreint une série d'ordonnances judiciaires. Mais revenons au drame de la salle d'audience. Au cours de son procès, Miller s'est lancé dans des tirades désordonnées, accusant le tribunal de lui avoir refusé un procès équitable et a fait part de ses croyances tordues. Il a également affirmé qu'il voulait tuer les Juifs avant de mourir, convaincu qu'ils avaient trop de pouvoir. Ses paroles étaient aussi glaçantes que dérangées. Malgré ses accès de colère, le jury n'a pas été convaincu. Le 31 août 2015, M. Miller a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, y compris de meurtre, de tentative de meurtre et de crimes de haine. 8 jours plus tard, le jury a recommandé la peine de mort. Le juge Thomas Kelly Ryan n'a pas hésité à prononcer la sentence en déclarant « Votre tentative de semer la haine dans cette communauté a échoué ». Ce fut un moment fort, qui a fait écho à la résilience des familles et des victimes. Et Miller, il était toujours aussi impitoyable. Il a rejeté la condamnation à mort en disant qu'il s'y attendait et qu'il s'en moquait. Mais sa bravade n'a pas pu effacer l'impact de ses crimes, ni le soulagement ressenti par ceux qui cherchent à obtenir justice. Le 3 mai 2021, Miller est mort dans le couloir de la mort. Les autorités ont déclaré qu'il s'agissait d'une mort naturelle, mais honnêtement, sa mort a été ressentie comme la fin tranquille d'une vie bruyante et haineuse. Parlons maintenant de ce qui pourrait être le pire cas de tous. Mais je vous laisse le soin d'en juger. Jeremy Christian. C'était le 26 mai 2017, le début du week-end du Memorial Day, et au lieu de ressentir les vibrations habituelles des vacances, un trajet en train à Portland était sur le point de prendre une tournure sombre. Jeremy Christian, un homme de 35 ans ayant un long passé de débordement raciste, est monté à bord du train léger Max, déjà ivre et tenant une boîte de sangria. Personne ne se doutait que ce qui semblait être une journée ordinaire était sur le point de se transformer en quelque chose d'horrible. Christian n'a pas perdu de temps et s'est lancé dans une diatribe haineuse. Sa cible, les musulmans, les juifs, les noirs et tous ceux qu'il considérait comme différents. Il a commencé à crier après 2 jeunes filles noires assises à proximité. L'une d'elles portait un hijab et s'occupait de ses affaires. Au fur et à mesure qu'il proférait des insultes, l'atmosphère du train s'est modifiée et les personnes autour de lui ont commencé à ressentir la tension. C'est alors que Sean Ford, un passager, intervient. Il s'est interposé entre Christian et les filles pour les protéger. Puis Micah Fletcher, un étudiant de 21 ans, s'est joint à lui en disant à Christian de se taire et de les laisser tranquilles. Taliesin Namkai-Mech, tout juste âgé de 23 ans, a décidé d'enregistrer l'incident sur son téléphone, dans l'espoir de recueillir des preuves de l'emportement de Christian. Mais sa tentative de filmer les choses n'a fait qu'accroître la colère de Christian. « J'ai besoin d'aide !» crie Namkai-Mech, alors que Christian lui arrache le téléphone des mains. Fletcher a essayé de reculer lorsque Christian l'a bousculé, mais en l'espace de quelques secondes, Christian a sorti un couteau. Il a foncé sur les hommes, leur tailladant le cou. Ricky Best, un vétéran de l'armée âgé de 53 ans qui se tenait derrière Namkai-Mech, a également été pris dans la folie. Le train a explosé dans le chaos. Les passagers crient, certains courent, d'autres tentent de les aider, mais il est trop tard. Ricky Best est mort dans le train et Taliesin Namkai-Mech a succombé à ses blessures à l'hôpital. Micah Fletcher, bien que grièvement blessé, a survécu et les cicatrices physiques qu'il porte lui rappelleront à jamais ce jour terrifiant. Mais voici la partie la plus effrayante. Le cauchemar avait commencé la nuit précédente. Le 25 mai, Christian avait déjà montré ses tendances violentes. Dans le même train, il avait proféré des menaces racistes à l'encontre de Demetria Esther, une autre passagère. Lorsqu'elle s'est défendue à l'aide d'un spray au poivre, Christian a riposté en lui lançant une bouteille dans l'œil. La police a été appelée. Mais, chose choquante, elle n'a pas arrêté Christian. Au lieu de cela, ils ont interrogé Esther comme si c'était elle qui était en tort. Cette omission a permis à Christian de revenir le lendemain, ce qui a conduit à l'attaque mortelle. Lors du procès de Christian, son comportement était tout aussi troublant que son crime. Il n'a montré aucun remords pour ce qu'il avait fait. En fait, il s'est moqué de Esther pendant la procédure judiciaire, allant jusqu'à proférer des menaces. Il ne se souciait ni des victimes, ni de leurs familles, ni des vies qu'il avait ruinées. Il ne pensait qu'à lui, et lors de la déclaration de la victime, il a dit ceci. «
L'accusation a tenté de faire valoir qu'il s'agissait d'un homme qui avait laissé sa haine profonde le pousser au meurtre, tandis que la défense a essayé de prétendre qu'il avait agi en état de légitime défense et qu'il avait exercé son droit à la liberté d'expression. Mais le jury n'y a pas cru. Après avoir entendu les témoignages déchirants des familles des victimes et examiné les preuves, ils ont déclaré Christian coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de multiples crimes de haine. Lors du prononcé de la sentence, la salle d'audience était remplie d'émotions. Monsieur Fletcher a parlé des profondes cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, qu'il porterait pour le reste de sa vie. Demetria Hester a également fait part de sa douleur, reprochant au système judiciaire de ne pas l'avoir protégé, ainsi que d'autres personnes, de la rage violente de Christian. Finalement, le juge condamne Christian à 2 peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il a également été condamné à des années supplémentaires pour avoir tenté de tuer Fletcher et pour avoir blessé Hester. Le juge voulait s'assurer que Christian n'aurait jamais l'occasion de faire du mal à quelqu'un d'autre. Malgré tout, Christian est resté inflexible. Dans une vidéo diffusée après la condamnation, il n'a montré aucun remords pour les vies qu'il a détruites. Au lieu de cela, il a rendu Fletcher responsable de sa condamnation, refusant toujours d'assumer la responsabilité de ses actes. C'est alors qu'est arrivé ce qui suit. Les actes de Jeremy Christian ont choqué le monde entier. Ce qui aurait dû être un paisible voyage en train, un jour normal, s'est transformé en une horrible tragédie qui a coûté la vie à 2 personnes et a laissé des traces durables chez beaucoup d'autres. Malgré sa condamnation à une peine de prison, les dégâts qu'il a causés ce jour-là restent un rappel douloureux du pouvoir de la haine et des vies qu'elle peut détruire. Mais si vous pensez que cette histoire est stupéfiante, attendez de connaître la suivante. Il s'agit d'un autre raciste qui s'est donné pour objectif de tuer des hommes noirs. James Jackson. L'histoire de James Jackson est aussi tordue qu'exaspérante. Un cauchemar motivé par la haine qui s'est terminé par une tragédie et une condamnation à perpétuité bien méritée. Ce type n'était pas un raciste ordinaire. Il a poussé son idéologie tordue jusqu'à des extrêmes horribles, laissant derrière lui un meurtre qui a secoué New York et au-delà. Tout s'est terminé à la Cour suprême de l'État de New York, sur Madison Avenue, où Jackson a été condamné pour son crime odieux. Mais avant d'en arriver au drame de la salle d'audience, revenons un peu en arrière, là où ce cauchemar a commencé. Croyez-le ou non, Jackson a commencé à débiter des absurdités racistes dès l'âge de 3 ans. Oui, 3 ans. Et ce qui est encore plus étrange, il a grandi dans un foyer libéral. Son grand-père, il était tout à fait favorable à l'intégration raciale. Mais pour une raison quelconque, Jackson a décidé d'aller dans l'autre sens. À l'âge adulte, sa haine est devenue une véritable obsession. Il a même admis avoir fantasmé sur le meurtre d'hommes noirs pendant plus d'une décennie. Et il n'était pas discret sur ses croyances tordues. Jackson dirigeait une chaîne YouTube sur laquelle il publiait toutes sortes d'articles pro-Trump, néo-nazis et nationalistes blancs. Selon lui, les Noirs étaient inférieurs et devaient être exterminés. Ce sont ses mots, pas les miens. Il avait cette idée bizarre que tuer des hommes noirs empêcherait les femmes blanches d'être avec eux, c'est-à-dire qu'il était dérangé. En mars 2017, Jackson a décidé de passer à l'acte. Le 17 mars, il a quitté Baltimore pour se rendre à New York. Sa mission, tuer autant d'hommes noirs que possible. C'est tout ce qu'il voulait faire. 3 jours plus tard, le 20 mars, Jackson met en œuvre son plan machiavélique. Armé d'une épée de 18 pouces, il a parcouru la ville à la recherche d'une victime. Tragiquement, il a trouvé Timothy Cogman, un noir de 66 ans, qui ramassait simplement des boîtes de conserve pour les recycler. Jackson a attaqué sans sommation, poignardant Timothy à de multiples reprises, dans un meurtre insensé et motivé par la haine. Et le pire, c'est que Jackson ne s'est pas arrêté là. Son plan initial était de cibler d'autres hommes noirs à Times Square. Mais pour une raison ou une autre, il s'est dégonflé et s'est rendu à la police le 22 mars. Lorsqu'il s'est confessé, il a fait preuve d'une franchise choquante quant à ses motivations. Et, tenez-vous bien, Jackson n'a pas éprouvé la moindre once de remords. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait du meurtre, il a répondu « Non, c'est un noir sans abri. C'était bizarre. Je ne me sentais pas bien. Je ne me suis pas senti horrible non plus. Je pensais que cela, le coup de couteau, me mettrait dans une rage sanglante. Effrayant, non ? Les charges retenues contre lui étaient lourdes, comme elles auraient dû l'être. Jackson était accusé de meurtre au premier et au deuxième degré en tant qu'acte de terrorisme, de meurtre au deuxième degré en tant que crime de haine et d'utilisation d'armes multiples. En janvier 2019, il a plaidé coupable de tout. 1 mois plus tard, en février, le tribunal lui a infligé une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Pour la famille de Timothy Cogman et la communauté, la sentence a apporté un certain soulagement, mais elle n'a pas pu effacer la douleur d'une perte aussi insensée. La haine de Jackson a privé le monde d'un homme innocent, mais la justice a au moins permis de s'assurer qu'il ne ferait plus jamais de mal à personne.
Voici donc une histoire qui commence par la haine et se termine par la justice, non sans avoir dévasté d'innombrables vies. James Alex Field. Laissez-moi vous dépeindre la scène. Nous sommes le 12 août 2017 à Charlottesville, en Virginie. Des personnes marchent dans une rue avec d'autres, tenant des pancartes et chantant pour l'égalité, quand soudain, sans avertissement, une voiture fonce dans la rue, percutant la foule. C'est une scène à laquelle personne n'aurait pu s'attendre, un moment d'espoir qui tourne au cauchemar. C'est la réalité dévastatrice que James Fields Jr. a transformée en une horrible tragédie. En ce jour fatidique, Charlottesville a été l'épicentre de violents affrontements. Des nationalistes blancs s'étaient rassemblés pour le rassemblement Unite the Right, initialement organisé pour protester contre le retrait d'une statue confédérée de Robert E. Lee. Le rassemblement a rapidement pris de l'ampleur, attirant des individus aux opinions extrémistes, et la ville a sombré dans le chaos. James Fields, un jeune homme de 22 ans originaire de l'Ohio, a décidé de se rendre à Charlottesville pour participer au rassemblement. Mais contrairement aux autres participants qui étaient là pour faire entendre leur voix, James Fields était venu dans un but bien plus sombre. M. Fields était depuis longtemps un suprémaciste blanc autoproclamé, et ses opinions étaient évidentes dans tout ce qu'il faisait. Il idolâtrait Adolf Hitler et l'Allemagne nazie et publiait fréquemment des contenus racistes et haineux en ligne. Il n'était pas seulement un partisan passif de ces idéologies, il en était un ardent promoteur. Sa haine des personnes de couleur, en particulier des Noirs, le poursuivait depuis des années. Les convictions racistes de Fields étaient profondément ancrées, et elles couvaient depuis longtemps avant qu'il ne prenne la décision violente qui allait changer le cours de sa vie et de la vie de beaucoup d'autres à jamais. Le jour du rassemblement, les tensions à Charlottesville n'ont fait que croître. Les forces de l'ordre ont déclaré que le rassemblement était illégal et ont demandé à tout le monde de se disperser. Mais Fields n'est pas parti. Il est resté, attendant le moment idéal pour mettre en œuvre sa haine profonde. Ce qui s'est passé ensuite a choqué la nation. Au volant de sa Dodge Challenger, M. Fields s'est faufilé dans les rues du centre-ville de Charlottesville. Alors qu'il s'approche de l'intersection des rues 4th et Water, il aperçoit un groupe de contre-manifestants, des citoyens ordinaires, dont de nombreuses personnes de couleur qui manifestent pacifiquement contre la haine et le racisme qui se sont manifestés. C'est à ce moment-là que M. Fields a pris une décision qui allait changer à jamais la vie de ceux qui l'entouraient. Pendant un bref instant, Fields hésite, comme s'il pesait ses options. Puis, sans crier gare, il a fait reculer sa voiture jusqu'au sommet d'une colline, a fait tourner le moteur et s'est dirigé à toute allure vers la foule. Il a ignoré un panneau stop et a délibérément accéléré vers les manifestants pacifiques, percutant le groupe avec une force terrifiante. Le chaos qui s'en est suivi était inimaginable. Heather Heyer, une militante des droits civiques âgée de 32 ans, a été heurtée et tuée sur le coup. Plus de 30 autres personnes ont été blessées, souvent grièvement, lorsque la voiture a projeté des corps dans les airs. Mais M. Fields ne s'est pas arrêté là. Il a rapidement fait marche arrière et s'est enfui. L'attaque a été entièrement filmée, de nombreuses personnes ayant capturé ce moment effrayant sur leur téléphone. Les images se sont rapidement répandues sur l'Internet, choquant les téléspectateurs du monde entier et suscitant le chagrin, la colère et l'incrédulité. L'impact des actions de Fields a été considérable et la nation a été confrontée aux horreurs de ce qui venait de se produire. Dans les jours qui ont suivi, les forces de l'ordre ont lancé une enquête approfondie. Fields a été arrêté et inculpé de plusieurs chefs d'accusation, notamment de meurtre au premier degré, de crimes haineux et de coups et blessures. Lors de son procès, l'équipe de défense de M. Fields a tenté d'expliquer ses actes en invoquant son passé trouble et ses problèmes de santé mentale. Elle a affirmé qu'il avait eu peur et qu'il avait paniqué dans le feu de l'action. Mais l'accusation a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un accès de peur isolé, mais de l'aboutissement d'années de croyances violentes et racistes. Les survivants de l'attaque, ainsi que les familles des victimes, sont venus à la barre des témoins pour raconter le traumatisme qu'ils ont subi. Jan Starr Peterson, qui a été grièvement blessée lors de l'attaque, s'est adressée directement à Fields, qu'elle a qualifié d'ordure, ce qui, honnêtement, était le cas. Le juge, tout en reconnaissant les antécédents de M. Fields en matière de santé mentale, a également souligné l'intention claire qui sous-tendait ces actes. Le tribunal a estimé que Fields avait planifié et exécuté son attaque dans le but de terroriser et de tuer des personnes en raison de leur race. En décembre 2018, Fields a plaidé coupable à 29 accusations fédérales de crimes de haine. Quelques mois plus tard, il a été condamné à la prison à vie plus 419 ans. Cette peine devait garantir que James Fields ne ferait plus jamais de mal à personne. Mais ce qui ressort le plus de l'affaire Fields, c'est son absence totale de remords. Tout au long du procès, il n'a montré aucune émotion ou compréhension de la douleur qu'il avait causée. Ses actes étaient motivés par une haine profondément ancrée et il n'avait aucunement l'intention de reconnaître les dommages qu'il avait infligés. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.
Consultez nos autres vidéos pour découvrir d'autres vidéos passionnantes de procès réels.